Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Lorsque le roman donnait une forme juridique aux rapports sociaux, incluait-il des considérations économiques parmi les critères déterminant leur solution? Nous voudrions savoir, en particulier, si des critères d'efficacité économique générale et des concurrences ont été pris en compte, si certains objectifs de répartition des richesses ont été poursuivis, si certaines catégories de contractants ont été privilégiées en raison de leur rôle dans le système productif. Alors, aujourd'hui et dans la prochaine séance qui aura lieu mercredi prochain à 14h30, nous aborderons cette question du côté des juristes. Ensuite, dans notre dernier cours, dans notre dernier rendez-vous, le 1er juin, nous explorerons d'autres types de textes, notamment une constitution impériale et aussi la correspondance d'un particulier. Alors, en général, au niveau de l'histoire, de l'historiographie, quelle est la réponse qu'on donne à cette question? Est-ce que les juristes incluaient ou pas des critères économiques dans leurs décisions? Il faut noter d'emblée une situation assez curieuse. Au XIXe et au XXe siècle, on avait tendance à penser que les juristes romains se trouvaient dans une condition de détachement par rapport au contexte social qui les entourait. Le mot qu'on utilise pour décrire ces positionnements de retrait, le mot est Isolierung. Bon. Donc, isolement. Aujourd'hui, depuis plus ou moins 2 décennies, on pense au contraire qu'ils étaient très attentifs aux retombées économiques de leur choix. Je ne veux pas m'arrêter sur cette opposition presque totale d'interprétation. Donc, il y a 2 siècles, on pensait qu'ils étaient détachés de toute considération sociale et économique. Aujourd'hui, on pense plutôt le contraire. Il ne faut pas aller plus loin dans cet aperçu, mais on peut remarquer quand même que la première vision, celle du détachement des juristes par rapport au contexte social, était cohérente avec l'idéologie qui faisait d'eux, des juristes, des techniciens capables de développer une science, une science éloignée de la contingence et indépendante du pouvoir politique. Donc c'était l'idée de l'indépendance du droit, de la jurisprudence en tant que science. Une vision du rôle du juriste chère aux tenants de l'école historique du droit fondée par Friedrich Karl von Savigny au début du XIXe siècle et qui est restée longuement dominante. Ce n'est pas par hasard qu'on utilise un mot allemand pour la décrire. En revanche, la vision des juristes romains comme étant attentifs aux raisons du marché provient surtout, sans surprise, des chercheurs travaillant aux États-Unis, qui ont cru pouvoir affirmer que l'État romain a contribué à l'expansion du marché en développant des institutions qui ont permis d'élargir le champ des échanges commerciaux. Donc c'est l'idée, je ne dirais pas dominante aujourd'hui, mais quand même assez répandue. Cette symétrie des points de vue est une façon assez parlante d'apprendre à quel point, pas seulement dans ce cas, mais en général, à quel point l'interprétation de sources, les réponses que nous croyons pouvoir en tirer, sont en réalité influencées par nos propres cadres mentaux. Bref, à quel point le passé n'est souvent qu'un miroir du présent et dépend de la culture des chercheurs qui l'observent. Seul antidote ou seul panacée à cet effet miroir, c'est de rester le plus possible attaché aux documents.
nous tournons donc vers les documents, vers les sources, et plus précisément encore, nous allons chercher dans les sources les justifications que les juristes eux-mêmes proposaient explicitement lorsqu'ils rendaient leurs avis. Donc je le souligne avec force, comme le problème est pour nous de comprendre quelles étaient les valeurs qu'ils mobilisaient pour trancher une question, pour donner une solution juridique à un cas qui leur se présentait. Alors, pour essayer d'échapper à cet effet miroir qui fait que nous projetons sur et plaquons parfois sur les juristes, nous leur accordons nos propres idées. Donc, j'essaye de chercher une réponse dans les sources qui présentent leur justification de façon explicite. Donc, je ne cherche pas moi-même à déceler les valeurs implicites qu'on pourrait leur prêter, mais je cherche leur propre expression de ce type de justification. Alors, cette analyse de l'interne, pour fonctionner, doit néanmoins s'inscrire dans le cadre d'une théorie plus large de l'argumentation des juristes romains. Donc, on ne peut pas seulement isoler certains documents, mais il faut insérer ce type de justification dans une esquisse de la théorie de la justification. Et vous vous en souvenez, c'est une esquisse que je vous ai présentée lors de notre dernière séance, donc vous comprenez mieux pourquoi j'ai suivi ce fil pour parvenir jusqu'ici. Alors, nous avons distingué deux éléments principaux dans les raisonnements des juristes. Donc, d'une partie, les schémas d'argumentation, par exemple le syllogisme, il s'agit d'un schéma déductif, ou l'analogie, c'est un schéma inductif des raisonnements, donc c'est le schéma d'argumentation des raisonnements. Deuxième élément, c'est le critère de valeur. Et c'est justement le critère de valeur qui nous importe davantage par rapport au schéma de l'argumentation dans ce type de recherche. Vous vous souvenez, c'était la liste des critères normatifs que je vous ai présenté lors de notre dernière séance. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une hiérarchie, mais quand même la loi, de plusieurs points de vue, domine sur les autres. C'est les points de repère vers lesquels tendent les autres convergent. Après, il y a un certain nombre de critères normatifs que je vous ai expliqués plus longuement la semaine dernière. Alors, pour mieux procéder à ce type d'analyse, vous voyez que je vous fais part d'une méthode. Donc je ne vous propose seulement pas les résultats, mais j'essaye de vous montrer quelle est la voie par laquelle je suis arrivé à ce type de résultats, ce qui vous permet aussi d'en évaluer les faiblesses ou la solidité. Donc je trouve que exposer aussi la méthode, même si c'est un peu plus, disons, compliqué peut-être, mais je pense que c'est une partie importante de notre transmission et communication réciproque. Donc,
il faut distinguer deux contextes d'évocation des critères normatifs, donc, ou si vous voulez, deux contextes de raisonnement de la part des juristes. Alors, le premier contexte concerne un raisonnement en train de se faire. Deuxième contexte où l'on peut évoquer un critère normatif, c'est lorsqu'on réfléchit a posteriori sur une norme déjà promulguée. Et l'on cherche à en saisir ce qu'aujourd'hui encore on appelle la ratio, je dirais dans mon latin italianisé, la ratio, la raison d'être, justement le critère normatif que le législateur poursuivait lorsqu'il a promulgué la norme en question. Alors, ce dernier type de justification peut être défini, le critère normatif employé dans ce dernier contexte peut être défini comme ratio legis ou ratio dicti, ratio iuris, donc la raison d'être d'une loi, d'un édit, du droit. L'autre critère normatif, dans l'autre contexte, dans un contexte d'argumentation en train de se faire, nous pouvons l'appeler ratio decidendi, donc raison de la décision. On peut distinguer, essayer de se familiariser avec ce type de raisonnement et aussi de notions en disant que la ratio legis est mise au jour rétrospectivement et de façon descriptive, tandis que la ratio decidendi est prise en compte de façon prospective et argumentative. Donc, l'une est rétrospective, on se demande quelle a été la raison d'être d'une loi qui a déjà été promulguée, donc c'est une façon descriptive d'expliquer un texte normatif déjà préexistant. Deuxième justification, c'est une justification prospective, c'est-à-dire que on propose, le juriste propose lui-même en valeur un critère normatif pour arriver à décider. Alors, c'est une distinction parfois difficile, d'autant plus que dans le droit romain, on a un peu de mal à distinguer entre ce qui relève de l'application du droit et ce qui relève de la création du droit. Mais en gros, je pense que vous avez compris la différence entre les deux contextes. Alors, j'insiste, c'est plutôt le contexte qui est différent, parce qu'au fond, il s'agit toujours d'un critère normatif. La ratio est toujours un critère normatif, mais mobilisé dans deux contextes différents, rétrospectivement, prospectivement. Alors, pour choisir un exemple, parce que je pense qu'au-delà de l'abstraction, les exemples nous aident à nous repérer, je vous propose ce texte d'Ulpien. Il remarque que l'interdiction faite aux femmes par l'édit du prêteur, donc il se penche sur l'édit du prêteur pour déceler la ratio, et notamment sur une clause de l'édit qui porte une interdiction faite aux femmes de postuler, de présenter des requêtes pour autrui, c'est-à-dire une femme devrait se présenter devant le prêteur pour plaider la cause d'une autre personne. Alors on fait aux femmes l'interdiction de postuler pour d'autres. Et Ulpien explique pourquoi. Il dit le mobile est cohérent
avec la retenue qu'on demande à leur sexe de ne pas s'immiscer aux affaires d'autrui. Donc vous voyez, il comprend cette interdiction comme une interdiction qui n'est qu'un reflet d'un aménagement des rapports sociaux qui veulent que les femmes adoptent une certaine retenue. Alors, il est évident, l'exemple le montre très bien, qu'ici, Ulpien propose, indique une ratio rétrospectivement. Il l'attribue à l'édit du prêteur, qui est déjà existant. Donc, c'est de façon descriptive et rétrospective qu'il émet ses commentaires. Alors, il faut le souligner, presque toujours, pour ne pas dire toujours, les juristes sont d'accord avec les rationes, les raisons d'être des lois, des édits. Ils n'ont pas une attitude critique. Il y a un magnifique livre, déjà d'un demi-siècle, écrit par Dieter Turner sur la critique du droit dans l'Antiquité, mais c'est un livre qui montre que les juristes, c'est pas qu'il n'existait pas une critique du droit dans l'Antiquité, mais ce n'étaient pas les juristes qui étaient les porteurs de ce type de critique. Normalement, ils sont d'accord. Pourquoi? On peut se dire parce qu'ils étaient les serviteurs du pouvoir. Je ne crois pas du tout. Je pense que plutôt le droit romain était un système où les juristes étaient en même temps des exécuteurs, mais aussi des créateurs. Donc les valeurs dont ils étaient porteurs étaient les mêmes dont les prêteurs étaient aussi les porteurs. Donc je pense qu'il y avait vraiment une cohérence qui faisait qu'il n'y avait vraiment pas disons, d'écart entre les juristes et d'autres instances qui participaient à la création, au fonctionnement du système juridique. En gros, donc après, bien entendu, il y aura été des inflexions, des nuances, mais en gros, je pense que c'est plutôt ça la motivation de cette harmonie. Alors, passons de l'autre côté, la ratio decidendi, un critère normatif pour décider. Donc, quand un juriste ne fait pas seulement que décrire rétrospectivement qu'est-ce que le prêteur a fait, mais il propose lui-même un critère, il adopte un critère pour trancher un cas qui lui a été proposé. Alors, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Donc, je l'ai choisi seulement parce que semblait être assez parlant. On le lit ensemble. Si un usufruitier loue le fonds pour 5 ans et vient à mourir dans l'intervalle, son héritier n'est pas tenu d'entretenir le bail, de même que le propriétaire n'y serait pas obligé lui-même si la maison qu'il a louée avait été consumée par un incendie. Mais le locataire est-il obligé en ce cas à payer les loyers à proportion du temps qu'il a joui du fonds, comme il devrait les payer s'il avait loué les journées d'un esclave soumis à l'usufruit? Cette question est proposée par Marcellus, qui est enclin à penser que le locataire est obligé de payer ses loyers, ce qui est très équitable. Alors, le cas envisagé par Ulpien dans ce texte, on voit très bien que c'est un cas envisagé par Ulpien, mais qui avait
déjà été traité par un juriste précédent, Marcellus. Vous savez que Ulpien travaille au début du IIIe siècle, Marcellus plutôt à la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a à peu près une cinquantaine d'années ou quelques années de plus entre les deux. Et Ulpien reprend un discours que Marcellus avait déjà développé. Alors, ce cas est celui de l'usufruitier d'un fonds. Alors, usufruitier, donc ce n'est pas le propriétaire d'un fonds, mais l'usufruit est quand même un droit réel qui permet à son titulaire de jouir, de profiter, d'exploiter la chose sur laquelle ce droit a été établi. Donc, il n'est pas le propriétaire, mais il a quand même un droit réel sur le fonds, en l'occurrence. Et donc, une façon d'exploiter, de profiter de ce bien dont il a l'usufruit, c'est par exemple de le louer à un tiers. Ce qu'il a fait dans ce cas. Donc, il a loué pour 5 ans le fonds qu'il avait en usufruit à un tiers. Mais l'usufruitier, le titulaire du droit d'usufruit, vient à mourir avant l'échéance des 5 ans. Alors, quel est le problème? Normalement, vous savez, les contrats poursuivent auprès des héritiers. Donc, mais là, il y a cet élément, c'est-à-dire que le droit d'usufruit s'éteint avec la mort de son titulaire. Donc, il ne passe pas un héritage en succession à ses successeurs, mais il s'éteint. Et cela veut dire que le propriétaire du fonds reprend à nouveau tout son pouvoir sur la chose, qui auparavant était un peu partagé entre lui et l'usufruitier. Donc, il n'y a pas de base pour ce contrat de location, parce que l'usufruit s'est éteint. Mais avant les 5 ans, et la durée prévue pour les contrats de location était de 5 ans. Alors, donc, question, comme on n'a pas respecté, si vous voulez, cette durée, est-ce que les héritiers du titulaire du droit d'usufruit doivent indemniser le locataire? Parce qu'il a fallu qu'il laisse, avant la date prévue, le fonds. Alors, le raisonnement du juriste, c'est là toujours le plaisir de lire les textes, parce qu'on nous pose des questions qu'on a un peu de mal à résoudre, mais après, grâce au guide des juristes, nous arrivons à comprendre quelle est la bonne voie pour manier le cas et pour arriver à une décision. Donc, d'abord, vous vous souvenez, j'avais montré 2 dimensions du raisonnement juridique, le schéma d'argumentation et les critères normatifs. Donc d'abord, il faut que je vous indique de quel schéma d'argumentation s'agit-il. Il s'agit d'un schéma inductif, c'est l'analogie. C'est l'analogie. Donc Ulpien fait une confrontation entre ce cas et un cas qui était déjà décidé, qui allait de soi, qui ne faisait pas problème. Donc il y a un cas qui a une solution certaine, et on rapproche de ce cas le cas qui est plutôt en question. Alors, ce que Ulpien fait ici, c'est qu'il compare le décès de l'usufruitier, donc étant donné qu'il s'agit d'un décès, c'est un événement naturel, fortuit, il ne dépend pas bien évidemment de l'usufruitier lui-même, et donc il compare le décès de l'usufruitier à la perte
d'un bien loué à la suite d'un incendie. Donc il dit à peu près c'est le même cas. Imaginez-vous, vous louez un appartement et il y a un incendie qui détruit l'appartement. C'est un événement fortuit qui ne dépend pas de vous. Et donc, le juriste dit, dans le cas de l'incendie, on est tous d'accord que le bailleur ne doit pas indemniser le locataire. Et donc, c'est la même chose. Ici, l'extension du droit d'usufruit, c'est un peu comme la destruction d'un appartement à cause d'un incendie. Et donc, comme dans le cas de l'incendie, on ne demande pas au bailleur propriétaire d'indemniser le locataire. Dans le cas de l'usufruit et la mort de l'usufruitier, on adopte la même solution. Deuxième mouvement, le passage d'Ulpien aborde la question du loyer pour la période de jouissance effective. Donc, il n'a pas pu, le locataire, profiter du fonds pendant 5 ans, mais par exemple pendant 2 ans. Est-ce que pour les 2 ans, il doit payer ou pas le loyer? Ça, c'est la deuxième question. Et ici également, il s'agit d'un schéma par analogie. Et dans ce cas, la location du fonds est comparée à celle des journées de travail d'un esclave. Donc, dans ce deuxième exemple, l'exemple c'est celui d'un esclave qui a été loué par son propriétaire, un tiers, et l'esclave meurt, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut payer pour le travail qu'il a accompli avant sa mort? Réponse, oui. Et donc, même dans le cas de l'usufruit, de la fin anticipée de l'usufruit et d'une location qui a duré, par exemple, 2 ans et pas les 5 prévus, il faut que le locataire, quand même, paye pour les 2 ans pendant lesquels il a eu la jouissance du fonds. Alors, vous voyez que jusqu'ici, nous avons parlé de schéma d'argumentation, mais est-ce qu'il y a un critère normatif? Et si oui, c'est lequel? C'est le juriste qui nous le dit. Il termine son exposé en disant cette solution qu'il attribue à cet autre juriste Marcellus est très équitable, equissimum. Mais qu'est-ce que... Alors, vous voyez qu'il y a un critère normatif. Et ce qui est très intéressant, c'est un critère normatif qui est exprimé par un mot. Nous allons revenir plusieurs fois sur ces points. C'est un mot. Alors, c'est un mot, mais c'est aussi un critère normatif. Ça veut dire que c'est un mot valeur. C'est un mot qui incorpore un critère normatif, une valeur. Une valeur. Bon. Et quelle valeur pouvons-nous attribuer à ce mot? Dans ce cas, il me semble très évident. Vous pensez à la question. Donc, il y a eu une jouissance plus courte que prévu, mais quand même, il y a eu quelqu'un qui a profité du fonds d'autrui. Est-ce qu'il doit payer le loyer? Réponse oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui veut qu'il faut compenser les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que le locataire a pu jouir du fonds pendant 2 ans, il faut qu'il paye pour la même période. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre
son avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire le paiement du loyer. Donc vous voyez que équitable exprime de façon même, je dirais, lexicalement évidente l'idée de cet équilibre qu'on poursuit dans ce contexte. Alors, si vous vous souvenez des deux textes que nous venons de lire, dans le premier, il y avait la ratio legis, la ratio edicti qui était mise en valeur rétrospectivement. Pourquoi le prêteur a choisi d'interdire aux femmes de postuler pour d'autres ratio edicti rétrospectivement. Ici, c'est en valeur celui de l'équité entendu comme équilibre entre avantages et inconvénients, qui est utilisé, adopté par le juriste lui-même dans le cadre d'un raisonnement qu'il est en train de mettre en place. Donc c'est prospectivement. Je crois que c'est clair. Alors, vous avez compris quel est le périmètre dans lequel se situe mon discours. Nous sommes en quête des critères normatifs pour vérifier s'il y en avait qui étaient directement indexés sur l'efficience économique. Donc c'est dans le réservoir, dans le périmètre, dans l'espace des critères normatifs qu'il faut chercher. Et chercher quoi? S'il y a des critères économiques indexés sur l'efficience, en tout cas on prend en compte des considérations économiques. Et où est-ce que nous allons les chercher? Bon, vous avez vu qu'il y a deux contextes, le contexte rétrospectif et le contexte prospectif. Il faudrait les aller chercher dans les deux domaines. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de les chercher dans un domaine un peu plus restreint, dans l'un des deux, pas dans les deux, seulement dans le contexte rétrospectif et plus précisément dans les textes où les juristes romains s'interrogent sur la raison d'être, les critères normatifs de l'édit du prêteur, des clauses contenues dans l'édit du prêteur. Alors, c'est très simple. Pourquoi je fais ça? D'abord, pour limiter l'effort, parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une heure ou dans une demi-heure, parce que je veux que l'échantillon soit cohérent, homogène, et troisième élément, parce que c'est notamment dans la discussion de l'édit que les juristes sont très généreux en commentaire sur les rationes. Donc c'est un lieu riche en commentaires sur les raisons d'être et sur les critères normatifs. Donc c'est un échantillon à la fois restreint, ce qui est pratique, mais aussi très parlant, très évident, très précis. Alors, vous vous souvenez, je pense que, parce que vous en avez fait l'expérience tout au long de mon cours, que souvent je vous ai proposé des textes tirés d'un genre littéraire qui s'appelle le commentaire sur l'édit du prêteur, les livres ad edictum. Alors, c'est dans ce genre de texte que nous allons chercher nos documents et il se présente d'une façon assez régulière. C'est aussi ça une des raisons de mon choix. Alors, on trouve normalement une structure de ce type.
Alors, c'est le commentaire que Ulpien, c'est presque toujours lui qui fait ça, c'est notre source la plus abondante. Ulpien explique, nous propose un commentaire sur l'édit du prêteur. Quand je dis l'édit du prêteur, il y a toujours une sorte d'ambiguïté. Alors, l'édit au singulier, c'est l'ensemble du texte affiché par le prêteur au début de sa charge. Mais l'édit, c'est aussi chacune des clauses de cet édit global. Donc, lorsque je parle l'édit du prêteur, je veux dire à la fois le texte dans son intégrité, mais aussi le fait qu'il s'agit d'un texte ponctuel, c'est-à-dire une clause, une norme spécifique. Alors, ce texte, cet édit, porte sur l'actio institoria. Actio institoria, accordée par les prêteurs contre celui qui a préposé quelqu'un à une entreprise terrestre, donc ce n'est pas du commerce maritime, pour les contrats que ce dernier a conclus dans le cadre de cette activité. Donc, vous voyez bien, on prépose quelqu'un à la gestion d'un commerce, par exemple, d'une entreprise. Alors, c'est lui qui conclut les contrats, et c'est lui le responsable, parce que c'est lui qui a conclu les contrats. Donc, s'il y a une non-exécution du contrat, c'est lui vers lequel nous nous tournons et c'est lui qui va nous répondre en justice. Ce n'est pas les propriétaires de l'entreprise. Alors, par cet édit et par cette actio institoria, justement, le prêteur donne une action aussi envers le propriétaire de l'entreprise, pas seulement envers celui qui a été préposé à l'entreprise. Alors, Ulpien précise que la démarche du prêteur a été équitable, donc c'est la ratio edicti qui met en valeur. Il dit, le prêteur a cru qu'il était équitable et que comme nous tirons avantage de ce qui est fait par ceux qu'on a préposés à nos commerces, de même, nous fussions obligés par leur contrat et que nous puissions être appelés à en répondre en justice. Alors, c'est équitable, cette extension de la responsabilité aussi aux propriétaires, aux titulaires du commerce, de l'entreprise. Mais pourquoi? Qu'est-ce que équitable, une fois plus, veut dire? C'est un mot valeur. Mais vous voyez que le mot valeur est accompagné par une explication plus explicite qui nous fait voir de façon tout à fait directe qu'est-ce que le juriste entendait par équitable dans ce cas. Quel était le contenu de ce mot valeur? Alors, le contenu est très clair. La règle est que comme nous tirons avantage d'une situation, il faut aussi que nous emportons l'inconvénient. Donc, nous tirons avantage du fait que le préposé fait le travail à notre place, donc nous pouvons, disons, exploiter et développer notre activité, mais il faut aussi que nous emportions les inconvénients. Donc, c'est à nous de répondre pour les obligations qu'il a contractées dans l'exercice de cette activité qui, à la fin, nous intéresse et nous rapporte des revenus. Alors, c'est équitable. Encore une fois, cette règle d'équilibre entre avantages et inconvénients. Alors, voici l'analyse. C'est une analyse basée sur
sur un article que j'ai publié il y a quelques mois. Et donc je ne peux pas vous présenter en détail toutes les données, mais il se base sur une analyse complète. Vous voyez, il y a 13 fois le mot ecum comme valeur qu'un juriste attribue à une clause de l'édit du prêteur. Il y a 9 fois toujours l'équité, mais qualifiée de naturelle. On va voir quelle est la différence, s'il y en a une. 17 fois, le mot, c'est utilité, utilitas. Après, il y a deux occurrences assez rares, justum et providentia. Donc, ce sont des mots-valeurs sur lesquels nous n'allons pas nous attarder. En total, 42 fois, 42 textes où un juriste utilise l'un de ces mots pour mettre au jour la valeur sous-jacente à une clause de l'édit du prêteur. Après, il y a 22 fois, on va y revenir très brièvement après, 22 fois où la justification, la raison d'être d'un édit est expliquée par un juriste, mais sans faire usage d'un de ces mots. Donc il n'y a que la description explicite de la règle. Donc c'est un peu différent parce que ce qui manque, c'est le mot valeur. C'est très important aussi parce qu'il y a quand même l'explication, disons, développée du critère. Mais il n'y a pas ce couple. Alors, ici, j'ai essayé justement, de façon synthétique, de vous présenter ce rapport, cette association entre mots-clés, mots-valeurs et explication. Alors d'abord avec l'équité, quelles sont les règles que les juristes, disons, comprennent par ce mot équité. Alors d'abord, on l'a bien vu, pardon, l'équilibre des avantages et des inconvénients. Donc ils disent cet édit du prêteur est équitable parce qu'il adopte, il mobilise, il s'agit d'une application du principe de l'équilibre des avantages et des inconvénients. Un autre type d'explication, l'édit est équitable parce qu'il protège la bonne foi des parties contractantes. Donc, c'est une valeur très importante de protéger le consensus et surtout celui des contractants qui est en bonne foi, de bonne foi. Troisième principe associé au mot valeur équité, protection des attentes successorales des descendants, égalité en droit, impartialité dans l'administration de la justice, enfin, limitation de l'autodéfense. Parce que l'autodéfense est un principe de droit, mais c'est un principe de droit qu'il faut limiter, parce que le droit, justement, n'est qu'une limitation du principe de l'autodéfense. Donc le système juridique nous aide à nous défendre sans devoir nous défendre personnellement. Et donc, même si c'est un principe qui inspire, qui anime le système juridique en général, mais c'est aussi un principe que le système juridique a tout l'intérêt à limiter, parce que c'est justement la fonction du droit de ne pas nous contraindre à nous défendre par la force de nos mains. Donc, vous voyez que c'est un principe qui met en accord, en harmonie, en cohérence avec le terme équité. Alors, c'est un peu plus compliqué de comprendre quelle est la différence
et s'il y en a une, avec l'équité naturelle. Je pense qu'il y a une différence, mais parfois elle n'est pas évidente parce qu'il y a un certain nombre de principes, vous voyez, il ne faut pas que je les lise, qui recoupent les principes qui sont déjà mis en harmonie, en cohérence avec le mot équité sans qualification d'équité naturelle. Mais il y a quand même une inflexion, une nuance particulière. Naturel, ça fait penser à la vie biologique, ça fait penser à l'homme en tant qu'être vivant. Et donc, par exemple, vous voyez ici qu'on insiste, par exemple, sur la protection des mineurs. Parce que ça découle du fait que dans la nature des êtres humains et de tous les êtres vivants, pas seulement les humains, il y a cette affection pour ses propres enfants. Alors donc, insister sur l'équité naturelle en tant que principe de protection des mineurs est en accord avec cette idée de la nature humaine. Même chose pour la protection des atteintes en matière de succession des parents par les sangs. Vous voyez, il y a ce côté. C'est le côté de l'équité. Voyons maintenant le côté de l'utilité. Alors, j'ai essayé de regrouper 3 noyaux fondamentaux de signification. D'abord, utilité. Lorsqu'un juriste dit cet édit est utile, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il entend par utile? Il l'explique lui-même avec un petit propos, un bref propos, et donc j'ai essayé de les regrouper en 3 groupes. D'abord, il s'agit de moyens complémentaires par rapport aux autres moyens dont le prêteur faisait usage. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive à compléter le système juridique. Par exemple, la protection complémentaire de l'exercice d'une servitude de passage, droit réel qui était déjà protégé, mais le prêteur a insisté davantage sur la protection de ce droit. Donc, vous voyez, l'utilité consiste dans le renforcement d'une protection déjà existante. Deuxième noyau, protection renforcée du contractant lorsqu'il a dû contracter dans une situation de nécessité ou d'asymétrie d'information. Par exemple, le contrat de transport par mer. Nous allons y revenir, ça va être le dernier moment de notre séance d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est la protection renforcée d'un contractant dans une situation où il n'a pas vraiment liberté de choix. Donc, encore une fois, c'est la liberté de choix, la volonté, l'individualité, l'autonomie du sujet qui est protégé. Troisième élément, troisième groupe de principes qui sont exprimés par le mot utilité, la protection de l'accès privé aux lieux publics et aux voies de communication, la fonctionnalité des égouts, la protection de l'intérêt collectif et l'exploitation du patrimoine public au recouvrement de recettes publiques. Donc, lorsqu'il y a un enjeu, il y a un bien qu'on peut qualifié un peu abusivement du public, mais quand même qui sert à la communauté. Donc, il y a une protection renforcée qui est exprimée normalement par le mot d'utilité. Bien sûr, c'est utile pour la communauté de pouvoir profiter, par exemple, des égouts qui fonctionnent ou de pouvoir circuler dans des voies sécurisées. Donc, vous comprenez 3 éléments qui sont exprimés par les mots utilité et qui ont à faire avec des principes un peu différents. Alors,
Alors, nous pouvons faire une sorte de vérification grâce aux 22 occurrences où il n'y a pas de mots-clés, il n'y a que ce propos qui explique quel était le principe juridique qui animait le dit du prêteur. On peut très bien voir que même s'il n'utilisait pas dans ce contexte spécifique un des mots-clés, équité, utilité ou providencia ou justitia, très rarement, même s'il n'utilisait pas les mots, il s'agit des mêmes principes que nous avons vus auparavant accouplés aux mots-clés. Donc associés à des mots-clés, mais les principes étaient les mêmes. Donc vous pouvez les voir, il n'y a vraiment jamais un critère normatif qui fasse explicitement référence à des critères, à des questions, à des soucis économiques. Alors là, c'est le bilan qu'il faut tirer, il faut dresser de cette recherche. C'est un bilan qui montre que les juristes étaient très conscients qu'il y avait des raisons d'être, des critères normatifs qui animaient les dispositions du prêteur. Ils avaient un discours cohérent sur ces justifications, cohérent du point de vue même littéraire, parce qu'il s'agissait toujours d'un commentaire qui venait au tout début du commentaire à chacune des clauses de l'édit et qui était structuré normalement en deux parties. Un mot-clé est une explication un peu plus développée, mais même lorsqu'il n'y avait pas le mot-clé, les explications un peu plus développées recoupaient celles qu'on utilisait lorsqu'on utilisait aussi les mots-clés. Et dans cette liste, dans cet ensemble de critères normatifs que les juristes romains eux-mêmes apprendaient et nous proposent d'accepter, il n'y a pas de soucis économiques. Oui, peut-être la protection de l'ornement urbain, mais vous voyez, ce n'est pas un critère économique très évident, c'est très indirect. Quand on parle protection du créancier du défunt, ce n'est pas un intérêt économique au sens moderne, c'est seulement que la fonction du droit, c'est celle de protéger disons, les droits et leurs titulaires. Dans ce cas, il faut protéger les créanciers du défunt dans une situation où toujours c'est un peu plus compliqué d'accorder une protection lorsque notre créancier n'est plus là, et donc il faut quand même que le patrimoine du défunt puisse servir pour satisfaire aussi notre créance. Alors, si j'ai réussi dans ma démonstration, ce que je peux en tirer avant de vous proposer le dernier texte comme bilan, c'est qu'effectivement, si nous écoutons les juristes romains, on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient sensibles à des critères que nous classerions sous l'idée de critères d'efficience économique. Dernier texte qui nous permet de faire un résumé par le biais d'un exemple, ce qui est toujours plus évident et plus instructif. Alors, arrière-plan. Un armateur propriétaire d'un navire a fait d'une autre personne le capitaine de son navire. Donc, il y a un navire, il y a un propriétaire, armateur,
qui a fait d'une autre personne le capitaine de son navire. Les passagers et les commerçants, ici on ne voit pas trop de passagers, mais plutôt des rameurs, mais quand même il s'agit d'un navire romain dans une mosaïque d'une villa romaine de Bad Kreuznach en Allemagne. Passagers et commerçants qui veulent faire transporter leurs marchandises ou les passagers qui veulent faire un trajet s'accordent directement avec le capitaine du navire. Donc le contrat de transport est conclu entre le passager ou le commerçant et le capitaine du navire. L'armateur, le propriétaire du navire, reste en dehors de ce rapport. Donc, il n'est pas celui qui a conclu le contrat de transport. Donc, si quelque chose tourne mal, le responsable est le capitaine du navire. Les passagers, les commerçants doivent s'adresser à lui pour l'indemnisation. Alors, vous avez déjà compris qu'est-ce que le prêteur fait. Et vous voyez qu'est-ce que l'intérêt de ce type d'approche au droit de l'Antiquité. Maintenant, vous également, vous êtes à même de comprendre qu'est-ce que de vous mettre dans la peau du prêteur, de comprendre qu'est-ce que le prêteur a fait. Bien évidemment, il a accordé une action aux passagers et aux commerçants contre l'armateur, même si l'armateur n'était pas contractant dans le contrat de transport. C'est exactement ce que a fait les prêteurs en accordant une action qui s'appelle l'actio exercitoria. Exercitor, c'est le nom de l'armateur. Alors, lisons le texte. Il n'y a personne qui ne sente combien l'édit dont il s'agit ici est utile, car comme la nécessité où on se trouve de faire un voyage par mer oblige à contracter avec celui qui est préposé au navire, sans qu'on puisse être instruit de sa condition, ni savoir, non pas à qui il appartient, ce n'est pas la bonne traduction, je vous demande de m'en excuser, c'est plutôt ni comprendre quelle est sa qualité, son expertise, donc ses qualités, donc quales. L'équité demande, donc c'est on ne peut pas comprendre quelle est la condition juridique, il peut même s'agir d'un esclave, par exemple, l'esclave de l'armateur. Mais il peut s'agir aussi d'une personne, donc condition juridique, mais il peut s'agir aussi d'une personne qui n'est pas experte. Donc ce sont les deux aspects que le juriste souligne comme manque d'information, asymétrie d'information. Donc, la nécessité où on se trouve de faire un voyage par mer oblige à contracter avec celui qui est proposé au navire sans qu'on puisse être instruit de sa condition ni de ses qualités. L'équité demande que celui qui l'a préposé soit obligé. Donc cette extension de la responsabilité à l'armateur se fonde sur un critère d'équité. Ensuite, il dit de même qu'on a action contre celui qui a préposé quelqu'un pour faire un commerce terrestre ou gérer quelque affaire. C'est l'actio institoria que nous avons vu à l'exorde de cette séance. C'est l'action donnée contre le propriétaire d'une entreprise terrestre, d'un commerce. Donc il dit c'est à peu près la même chose, comme il faut tenir responsable le propriétaire du commerce, il faut tenir pour responsable aussi l'armateur.
Donc c'est presque une comparaison, presque de l'analogie. Mais il abonde dans cette direction. Ulpien continue, il dit « La nécessité même de contracter avec celui qui est préposé à un navire est plus grande que celle de contracter avec un marchand. » La nécessité de contracter lorsqu'il s'agit de faire un trajet et prendre un transport en commun. Parce que celui qui contracte avec ce dernier, avec quelqu'un qui est préposé à un commerce maritime, peut s'instruire de sa condition. Donc nous avons la possibilité de comprendre avec qui nous avons affaire. Tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard de celui qui est préposé à un navire, le temps et les lieux ne laissant pas toujours la liberté de faire ses recherches avant de contracter. Alors, ce qui est curieux d'abord dans ce passage, c'est que le juriste utilise les deux mots valeurs que nous avons rencontrés aujourd'hui, équité, utilité. Alors, normalement, c'est un mot seulement, mais ici, ce sont les deux. Alors, dans ce cadre, utilité, tout d'abord, souligne que cette action exercitoria est utile, c'est-à-dire un but pratique, parce qu'elle permet de tenir pour responsable aussi l'armateur. Donc c'est une action qui apporte un complément aux moyens dont on disposait. Donc l'utilité ici, c'est vraiment l'expression de la fonction même dans le cadre de l'administration de la justice de cette action. Mais le vrai fondement, c'est l'équité. Et en quoi consiste ici l'équité? Alors, dans le fait que celui qui décide de monter à bord d'un navire ne dispose pas d'une liberté de choix. On l'a bien vu. Souvent, il n'y a qu'un navire qui part dans 2 semaines, par exemple. Il ne faut pas avoir en tête les horaires de Paris-Orly, donc on peut partir lorsqu'on veut. C'est différent, mais on l'a vécu. Parce que pendant la pandémie, lorsqu'il fallait se déplacer, ce n'était pas évident de trouver un moyen de transport. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans la nécessité de partir? On monte dans le transport en commun et on part. Il n'y a pas une possibilité de choix. Il n'y a pas de possibilité de s'informer sur l'expertise et les conditions de la personne, du pilote. Est-ce que quand nous empruntons un bus, ou est-ce que nous avons la possibilité de nous informer sur l'expertise du conducteur? Ce n'est pas le cas. Alors, il est équitable que cette asymétrie d'information soit rééquilibrée par les prêteurs en donnant la possibilité de faire valoir ses droits, pas seulement envers le pilote du navire, mais le capitaine, mais aussi envers l'armateur. Et vous comprenez que normalement, l'armateur étant aussi le propriétaire du navire, a quand même un patrimoine assez conséquent. En tout cas, il s'agit de 2 personnes. Et finalement, on sait très bien que l'équité impose de rééquilibrer avantages et inconvénients. Ici, l'armateur tire des avantages de l'activité de son capitaine, donc il faut bien qu'il s'adosse aussi les inconvénients. Donc l'équité prend ici toute sa signification. Et quelle est la valeur au fond? Après, je n'insiste pas sur la comparaison avec le commerce terrestre. Vous avez compris aussi
la façon de raisonner des juristes, c'est une façon à la fois très simple, très dépourvue d'ornement, mais aussi très dense, parce que cette comparaison nous fait comprendre quel est le problème, en quoi consiste exactement cette asymétrie d'information. Parce que lorsqu'on se dit asymétrie d'information, bon, ça c'est une notion assez élégante, mais quand on cherche à envisager de quoi s'agit-il, c'est bien d'avoir une explication très vivante, comme dans ce cas, il y a cette comparaison entre un client d'un commerce terrestre et quelqu'un qui doit emprunter un navire, un transport en commun. Bon, c'est aussi une façon de présenter les choses qui est caractéristique de la prose des juristes. Donc, on a vu l'utilité, l'équité surtout, ce sont des critères normatifs. Est-ce qu'il y a ici un souci économique? Bon, on pourrait se dire, il y a l'intention, il y a d'autres textes où on souligne effectivement que les transports maritimes sont très importants pour la survie d'une communauté, pour les échanges. Bon, il est évident qu'on comprend que c'est un enjeu important. Mais c'est un enjeu au même niveau, par exemple, du fonctionnement de voies, de la sécurisation des voies terrestres, ou la possibilité de pouvoir profiter d'un système d'égout assez fonctionnel. Donc vous voyez, ce sont des atouts d'une communauté partagés par le plus grand nombre, mais il n'y a pas vraiment un souci d'efficacité économique. Et quelle est vraiment la valeur qui est protégée ici? C'est la liberté de la volonté du contractant. Il faut qu'un contrat puisse être conclu dans des conditions d'équilibre entre les deux parties. Et c'est donc la protection de la... Vous voyez, on ne pourrait même pas dire que c'est une action qui profite aux compagnies maritimes, parce que c'est le contraire plutôt. C'est plutôt le passager qui profite de cette action parce qu'il peut s'adresser aussi envers contre l'armateur. Donc c'est la protection du contractant faible, si vous voulez. Alors, ce que je veux dire, c'est que le critère, et je pense que vous comprenez, même si cela semble être une expression obscure, c'est un critère juridique. Juridique parce que c'est vraiment la liberté, c'est l'essence même du contrat. Le contrat, c'est le consensus, c'est la volonté des deux parties. Il n'y a pas de volonté s'il n'y a pas, par exemple, une symétrie d'information. Donc c'est ça la valeur sous-jacente à cet édit du prêteur. Donc, pour conclure, le moment est donc venu, à mon sens, de se demander si peut-être il ne faut pas inverser, pour ce qui concerne le droit romain et le monde romain, le rapport que nous avons l'habitude d'instaurer entre droit et économie. Alors vous savez que le point de départ était qu'il y a aujourd'hui cette idée qu'il y a une analyse économique du droit qui pourrait montrer que les règles du droit ne font que poursuivre des objectifs d'efficacité économique. C'est vraiment la théorie contemporaine. Est-ce que pour les Romains, il ne faut pas inverser le rapport? Qu'est-ce que je veux dire? Nous pensons que l'économie gouverne le droit. Est-ce que, pour les Romains, ce n'était pas plutôt le droit qui gouvernait l'économie? C'est une question que je serai heureux de discuter avec vous lors de la prochaine séance qui aura lieu normalement
à 14h30 le mercredi prochain et je vous remercie beaucoup de votre attention.